Bon, je sais que Marc-Antoine a au moins regardé un match de la Coupe du Monde parce qu'il m'a envoyé un texto à cet effet, dont je tairai les détails. As-tu vu l'inquiétude dans sa face? Ouais. C'est pas là que je vais. Mais d'ailleurs, on en reparlera parce que j'ai pas trop compris. Donc, en as-tu regardé un peu? Ah oui, j'en regarde tous les jours. C'est ça. C'est parce que la semaine passée, tu n'étais pas là, les gars. Tu sais comment est-ce qu'ils sont. J'avais personne là, de mon bord. Moi, écoute, quand j'étais enfant et que c'était la Coupe du Monde, j'étais scotché à la télé. Je regardais toujours ça. L'été, tu n'as pas grand-chose à faire en vacances l'été quand tu es... Et ça peut meubler... Oui, ça peut meubler. quelques journées, oui. Et ça peut meubler des fins de soirée aussi. Alors, c'est ça. Maradona 86? Maradona 86, écoute... C'est bon, Marc-Antoine, bel effort. Non, mais t'es mieux. C'est Gascon, vraiment, Je me souviens que j'aimais un attaquant allemand qui s'appelait Karl-Heinz Rummenigge. OK. Tu sais, c'est des noms comme ça que j'ai retenus. Entre les mains de François Pérusse, Rummenigge, ça serait parfait. Oui. Mais c'est ça. Donc, je regarde toujours un petit peu. Je regarde pas des matchs complets. Puis je fais ça avec le baseball aussi l'été. Dès que le hockey se termine, tous les jours... Un peu. Une ou deux manches. C'est ce que le médecin apprécie. Une ou deux manches éloignent le médecin pour toujours. Ah non, c'est ça. Alors, que j'étais dévasté hier quand j'ai vu la blessure à Ismaël Koné. Ça faisait mal à regarder. Ça nous rappelle d'autres blessures incroyables. Ça nous rappelle Moïse Salou. Moïse. Et là. On était là. Non, mais je l'ai dit, on s'en sort pas. Oui, puis ça jette un peu non, parce que, tu sais, mine de rien, que le Canada a remporté le premier match de son histoire en Coupe du Monde, puis j'étais avec un vieux chum qui est très versé dans le soccer, puis c'est la première chose qu'il m'a dit, c'est Ismaël Koné, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. On va lui souhaiter, évidemment, son tournoi est terminé, on va lui souhaiter que les choses se replacent. En temps et lieu. Non, je voulais ouvrir en vous parlant parce que vous avez vu les arbitres avec les casques de cyborg qui leur permettent d'avoir une caméra qui donne des reprises et des plans de vue intéressants. Puis je me disais, hey, on devrait faire ça au hockey pour me rappeler en m'en venant que ça existe. Ça existe déjà. Voilà. Alors, bon. Donc, ouais, c'est ça. J'ai perdu mon... Mais on devrait l'utiliser davantage. Ou du moins, je trouve que... je sais pas, il me semble que j'ai vu des reprises de cette Coupe du Monde-là avec cette caméra-là qui sont vraiment... spectaculaire. Et si on l'a déjà au hockey, peut-être qu'on ne l'utilise pas. La Fédération internationale est forte là-dessus. Hein? Il équipe les arbitres de ça au championnat mondial junior, au championnat du monde. Alors que dans la Ligue nationale, on le voit des fois, mais pas tant, non? Je pense que c'est plus pour l'aspect spectacle que l'aspect pratique de la chose. Ah ben oui. Ouais. Oui. Non, puis c'est parce qu'aussi au hockey, la caméra se dissimule vraiment mieux. Là. Peut-être que la Ville de Montréal devrait regarder si c'est cher. Ils veulent équiper les policiers, les caméras corporelles. Peut-être que ça coûte moins cher. On pourrait acheter un lot. Pour équiper tous les policiers d'un casque. Avec une de cyborg. Avec une caméra. Voilà. Écoute, je pense que ça va être étudié, j'ai l'impression. Oui. Bon, ben bravo au Canada. Puis, mine de rien, on va peut-être les voir en ronde éliminatoire. Donc, il reste encore 2 semaines où est-ce que j'aurai la... Quand Gascon revient la semaine prochaine, là, il ne perd à rien pour attendre. Puis la phase de groupe. Ouais, ça va être ça. C'est bon. Regarde, je prends ça en note. Ouais, voilà, fait que j'ai mon ouverture pour mardi. Ou vendredi, là, on verra. OK, aujourd'hui, ça brasse à Toronto. Le feu vert pour Babcock et un marché des joueurs autonomes qui laisse les gens tièdes. C'est tellement OK, épisode 527. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Messieurs, bonjour. Et il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je le dis là. Je le dis là. Je vais essayer de m'y tenir. Depuis l'embauche de John Chayka, à vrai dire, depuis que j'ai découvert comme Rich Pelly, Rich ou Rick, le big boss là, de MLSC. Voyons. Pelly. Pelly, oui, M. Pelly. Monsieur Pelly. Regarde, ça, c'est un bon truc. Ça, c'est un bon truc. Le Monsieur Pelly. Comment? Keith Pelly. Keith. J'étais vraiment proche, vraiment loin. Keith Pelly. Qui avait massacré les noms de Michael Hadji, fait que ça va ensemble. Mais j'ai beaucoup de difficultés là, à
trouvé que les décisions qui en découlent ont de l'allure, beaucoup de difficultés. Alors, j'arrête, OK? J'arrête, je leur laisse une chance. Alors, John Chayka, j'y laisse une chance. Jim Miller, j'y laisse une chance. Je leur laisse une chance. Et là, Chayka a été très actif. Deux transactions déjà, dont une ce matin qui s'est confirmée avec le signe, l'échange et signe de Darren Radish. Alors voilà, je leur laisse une chance. Êtes-vous, leur laissez-vous une chance? Ben, écoute, ils sont dans une situation tellement précaire où les Maple Leafs ne veulent pas reconstruire. Ils sont pas encore tout à fait suffisamment sur le bord du précipice pour reconstruire, mais ça s'en vient. Il faudrait une autre saison décevante, puis je pense qu'on y serait. Alors, les efforts de John Chayka pour éviter que ça se produise mènent à des décisions comme celle de Darren Radish. C'est pas un mauvais pari, mais c'est un pari. Aucun doute là-dessus. C'est un gars qui a 30 ans, qui a connu une saison extraordinaire avec le Lightning de Tampa Bay en tant que quart arrière en défense pour cette équipe-là. Donc, il est capable de générer énormément d'offensives. Mais c'est quand même audacieux de dire on va donner un contrat de 8 ans à 8,5 millions de dollars à un gars de 30 ans qui vient d'émerger comme étant un joueur, potentiellement un joueur étoile dans la Ligue. Si ça fonctionne, c'est merveilleux parce que c'est un profil de joueur dont les Maple Leafs ont vraiment besoin. Mais il n'est pas exclu que ce soit simplement un show de boucan. Ouais, c'est ça, que ce soit un one-hit wonder. Un peu, là. Ouais. C'est pas garanti parce que tu le c'est voyais ça, dans la Ligue américaine, il produisait quand même beaucoup. C'est un gars qui est devenu défenseur à l'âge de 16 ans. Alors, il a appris la position un peu sur le tard, puis lui-même, il admet, Radish, qu'il y a des jours où il fait « Ah, non, ça c'est... j'ai encore de l'amélioration à faire. » Fait que c'est encore... c'est un processus, hein, on aime bien le dire. Mm-hmm. Alors, il le reconnaît lui-même, mais je pense que dans un contexte où c'est difficile d'aller chercher des défenseurs productifs, où il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est ça. C'est un pari qui vaut la peine, mais on verra si ça leur retombe sur le nez ou non. C'est ça. Et pour le nouveau groupe de direction des Maple Leafs, l'avenir, c'est pas mal maintenant. Là, ça, c'est évident. Il y a un sentiment d'urgence et toutes les équipes ont beaucoup... Le plafond salarial augmente de façon considérable. Donc, toutes les équipes ont beaucoup d'argent à dépenser et il va s'en dépenser de l'argent. Montre-moi un gars désespéré qui a de l'argent à dépenser, ça va se dépenser. Quand même une belle acquisition. Là. C'est un gars qui a récolté 72 points cette année. C'est quand même considérable. On l'a vu pendant les séries éliminatoires avec le Lightning. Ça a été un des meilleurs joueurs de l'équipe, même si c'est un gars qui a eu une éclosion tardive, mais c'est sûr que ce contrat-là va venir les hanter à un moment donné. Là. C'est le 8 ans, à vrai dire, c'est ça. C'est clair que dans 5 ans, là, tout ça, il y a des regrets. Mais quand tu le donnes, ce contrat-là, tu te dis, comme directeur général, tu te dis dans 8 ans, je serai probablement, probablement pas là. Mais on leur laisse une chance, mais non, ils seront plus là. et tu te dis toujours, quand tu donnes ce genre de contrat-là, nous autres, juste avant que le déclin arrive, on va trouver une façon. On va leur passer. Puis ils font des projections, où va être rendu le plafond dans ce temps-là, combien ça va peser sur la masse et tout ça. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est une belle acquisition, mais c'est le pur joueur Radish et c'est exactement le prototype de joueur que le Lightning aime dénicher, qui est un gars qui a joué dans la Ligue américaine, qui était sous-évalué par les organisations où il était, puis on parvient à faire un bon joueur de hockey avec ça, comme Jonathan Marchessault, on l'a fait. Il y a plusieurs joueurs comme ça que le Lightning a trouvé des perles dans la Ligue américaine. Carter Verhaeghe. C'est exactement. Gourde, c'est exactement. Ouais. Alors, bravo. Ils ont réussi à le faire, mais ça va laisser quand même un trou chez le Lightning. Moi, j'ai hâte de voir. Le Lightning était ce qu'on a vu durant les séries. Encore une très bonne équipe de hockey, mais ils ont été pas mal sauvés par la saison de rêve de Radish parce que l'équipe vieillit, le capitaine vieillit, a été absent en raison de blessures et tout ça. Fait que ça va être un gros trou à boucher pour eux. Mais Chayka, on ne peut pas lui reprocher de ne pas arriver avec... il y a de l'énergie. Avec de l'énergie. Puis, il y a un téléphone. Il s'en sert. Il brasse la cabane. Il brasse la cabane sérieusement. Là. Alors, moi, je trouve que c'est une belle acquisition, mais c'est sûr qu'à un moment donné,
L'important, c'est de plaire à Austin Matthews, de s'arranger pour que offensivement cette équipe-là puisse fonctionner. On vient d'installer un entraîneur défensif, très défensif à la barre de l'équipe. Voyons ce que ça va donner. Ouais. Il m'apparaît y avoir on dit de Shaka, que c'est un gars qui est orienté sur les statistiques avancées, les données, le data. Oui. Et cette décision-là, entre autres, c'était écrit sur le mur. Ça fait depuis des mois qu'un paquet d'observateurs disent regardez bien, les Maple Leafs vont offrir un pont d'or à Darren Radish. Oui. Ça me semble être une décision qui est comment dire, ça me semble une approche conservatrice ou classique, disons ça comme ça. Tu sais, c'est classique. On est une grosse équipe, on a de l'argent, on va aller chercher le meilleur joueur autonome, puis on va le surpayer, puis c'est ça. Dans 5 ans, ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Ça m'apparaît antinomique avec le profil de Shaka. Puis l'autre affaire, et ça nous permet d'aborder ça, et Martin, tu l'as détaillé plus tôt cette saison, le data suggère, et c'est à mon sens l'affaire la plus importante si tu es un gestionnaire à Toronto, le data suggère que Austin Matthews, ça s'en va pas dans le bon, ça s'en va pas dans la bonne direction, alors que là, tout ce qu'on semble faire, tu viens de le dire, c'est d'essayer de plaire à Matthews, de s'arranger pour qu'il reste, de conserver ça. Tu ne trouvez pas qu'il y a comme c'est ça, quelque chose de paradoxal dans comme le profil de Shaka et la direction qu'on prend, ou enfin les premiers indices qu'on a de cette direction. Oui, mais tantôt, tu nommais le nom de M. Pelé. Kate. C'est ça, Rich ou non, Rick? Non. Non, Keith. Rich, c'est un journaliste émérite. C'est ça. Mais c'est ça. Cela étant dit, tout le monde a un patron. Et je pense que dans le cas de Austin Matthews, le Maple Leaf Sports and Entertainment emmène large de dire non. Tant qu'il sera disposé à être ici, nous, on veut garder Austin Matthews. Il nous fait vendre des billets. C'est notre joueur le plus populaire. Il est encore suffisamment jeune pour pouvoir rebondir. Et puis, si on veut vendre d'étiquettes, si on veut rester pertinent, il est au centre de notre opération. Okay. Fait que je pense qu'il y a cette donnée-là. Tu sais, Shaka, oui, c'est un homme de statistiques avancées, mais en même temps, les statistiques avancées aident aussi à déterminer quelle valeur tu veux consacrer à différents joueurs. On parle du Lightning qui trouve qui trouve un peu des pépites. Des trésors cachés. Exactement. Ben, les statistiques avancées aident à faire ça. En même temps, c'est pas le seul non plus, le seul outil. Non, comment je pourrais dire? Ben, la seule donnée qui rentre en ligne de compte. Le marché de Toronto, c'est vrai qu'il donne un pont d'or, mais en même temps, Radish, là, s'il continue comme il a joué à Tampa la saison dernière, 8,5 millions, ça ne voudra rien dire, ce ne sera pas surpayé. Non. Puis s'il régresse, ça va être un fiasco. Je pense que ça va être difficile de trouver un entre-deux entre les deux. Sauf que les Maple Leafs, c'est une des équipes de la Ligue nationale qui va pouvoir se permettre de dépenser jusqu'au plafond. Puis à mesure que le plafond salarial augmente d'année en année, il va y avoir des divisions au sein même des équipes de la Ligue nationale entre les équipes qui sont disposées à dépenser jusqu'au plafond, celles qui vont dire pas tout à fait, puis celles qui vont demeurer prudentes puis vraiment garder leur noisette. Alors ça, malgré la parité dans le hockey, malgré un partage des revenus, malgré un plafond salarial, je pense que va venir un moment où il y a des propriétaires qui font « Moi, je trace la ligne ici. » Puis on va voir des organisations dépenser davantage puis se dire « c'est pas grave, de toute façon, notre propriétaire a les moyens, il veut dépenser, puis ça rentre en dessous de notre enveloppe salariale. » Fait que ça, je pense que pour une équipe comme les Maple Leafs, comme le Canadien aussi, ça va être un facteur à partir de maintenant de dire les équipes qui ont le luxe de pouvoir dépenser jusqu'au maximum, elles vont le faire. Oui, c'est une idée qui flotte depuis un certain temps. Ça reste à voir, je ne sais pas. Enfin, je pense que la majorité des équipes vont dépenser. Je pense plus que ça va être un désavantage pour des équipes plus pauvres, entre guillemets, mais bon, ça reste à voir. Oui, mais que ce soit un avantage pour les équipes riches ou un désavantage pour les équipes pauvres. Dans le sens où est-ce que je pense qu'il va y avoir... Qu'est-ce que tu me dis, là? Que ce ne sera pas quelques équipes riches qui vont en profiter, ça va être quelques...
au niveau où est l'équilibre. Je pense Ouais. qu'il va y avoir plus d'équipes, beaucoup plus d'équipes qui vont dépenser le maximum. Là. Enfin, bon, on verra. Là, il est encore trop tôt pour le dire. Un mot sur Haller, tu disais... Mais le cas de Matthews que tu soulèves est intéressant. Là, si tu es à la tête de cette organisation-là, tu peux pas ignorer le déclin auquel on a assisté c'est ce qu'ils font, là. au cours des dernières années. C'est exactement ça qu'ils font. Mais là, écoute, c'est une hypothèse que j'ai lancée en disant ils font tout pour plaire, mais... Je pense que c'est ce qu'on entend. T'as un gars qui a marqué 2 fois 60 buts et plus dans la Ligue il n'y a pas si longtemps. Tu essaies de l'aider à performer le plus possible, de mieux l'entourer. Mais le déclin de Matthews n'était pas que statistique. Là, on voyait sur les statistiques physiques, là, sa vitesse de déplacement, la vitesse de son tir a diminué. L'œil, c'est ça. Et tu arrives à la tête de cette organisation-là, tu as accès aux rapports médicaux aussi. Tu as un portrait complet de l'athlète. C'est une situation. Moi, c'est une situation qu'il va falloir regarder plus au microscope à partir de maintenant. Mais écoute, si tu le places sur le marché, Matthews, là, c'est sûr qu'il a le contrôle sur sa destinée, j'imagine, là, mais. Il y a beaucoup d'équipes aux États-Unis. J'imagine qu'ils s'obstineraient. Oui, c'est ça. J'imagine qu'ils s'obstineraient pas si les Maple Leafs l'approchaient, puis ils pourraient probablement aller chercher quelque chose d'impressionnant. Là. Et moi, il m'apparaît que quand tu regardes le portrait et que tu... Parce que c'est ce que Perley disait. Il disait, on veut que les données, le data, soient au centre de notre prise de décision. Ils font tout le contraire depuis, à commencer par l'embauche de Chaika. Qui a seulement le profil, mais où sont les résultats, ou enfin, où sont les faits? Mais pourquoi tu dis que l'acquisition de Radish va à l'encontre des données? C'est pas tant... écoute, c'est pas tant que ça va à l'encontre, plus que c'est vraiment... Je veux dire, c'est pas... C'est classique. C'est plus que c'est un geste classique, alors que, tu l'as dit, on peut l'isoler. Là. Je pense pas que c'est tant le geste de Radish est tant important dans le scénario où est-ce que il y a encore des rumeurs de transactions de Matthew Nice, alors que c'est comme le contraire là, de ce que vous faites, le contraire de ce que vous dites. Exact. Oui, écoute, c'est assez étonnant, par exemple, justement, les rumeurs de Matthew Nice, on s'attendait à ce qu'à la suite de la nomination de Chaika, tout ça s'éteigne. Ben oui. Et que c'était une lubie de Brad Treliving. Qui voulait sauver son poste en... Ouais. C'est ça, là, il y avait comme une opportunité, là. Il y avait du sang dans l'eau, puis Kent Hughes rodait, mais là, c'est supposé d'être fini. Là. Sauf que je pense que Chaika est en même de déterminer que si moi, je laisse flotter ce nom-là sur le marché, je suis capable d'aller chercher véritablement là, un magot qui me permettrait de me relancer à moyen terme. T'sais. Alors, moi, là où je suis intrigué, c'est que si jamais ils vont de l'avant en échangeant Matthew Nice, est-ce que ça va être pour renforcer l'équipe de façon immédiate ou on va pas se contenter, mais on va accepter d'aller du côté d'actifs futurs qui vont solidifier l'équipe plus à moyen terme. T'sais. Alors, il va y avoir un choix derrière ça, un choix philosophique avec lequel, encore une fois, il faut qu'Austin Matthews soit à l'aise avec ça puis se dise OK, je vois. Matthews doit sentir qu'il a une chance de gagner avec les Maple Leafs. Et si jamais les Maple Leafs échangent Matthew Nice puis ils vont chercher des choix de première ronde, ils vont chercher des espoirs qui ne sont pas encore dans la Ligue nationale, c'est sûr que ça ne sera pas évident pour lui. Ouais. Alors, ça va être très, très intéressant à voir, mais je trouve qu'il n'y a pas de fumée sans feu en ce qui concerne Matthew Nice. Peut-être que les données, les statistiques avancées suggèrent que Matthew Nice, finalement, il n'est que redevable du fait d'avoir joué avec Austin Matthews, puis tu le places dans un autre contexte, puis finalement... c'est un bon ailier complémentaire et peut-être pas grand-chose de plus. C'est une hypothèse. Ouais, moi, je pense qu'il est meilleur que ça. Ouais. Je le verrais très, très bien à Montréal. Mais c'est étonnant que les deux DG à Toronto fassent le même constat. OK. Qu'est-ce qui peut pousser une organisation à placer sur le marché un gars qui a 22, 23 ans, qui a marqué qui a déjà une saison de 29 buts, qui a marqué 23 buts l'année passée dans une saison où c'était difficile pour toute l'équipe. Là. Oui, une blessure aussi. Comment tu peux arriver à ce genre de raisonnement-là, de décision-là, de dire
c'est une bonne idée de le placer sur le marché. Il y a quelque chose, il y a une raison. L'incompétence, ça peut être une raison? Non? Ah oui, tu penses qu'il y a peut-être Anguille... écoute, il voit quelque chose qu'il n'aime pas. Là. Ouais. OK. Il y a eu de la difficulté à contrôler son poids cette année, cela dit. Je pense qu'il a patiné à 238, quelque chose comme ça. Puis il y a un effort, tout sur les épaules, comme c'est bien correct, 200. C'est correct. C'est pas tout qui joue, pour animer, c'est parfait. Hey, je pèse pas 238 livres, come on! C'est un excellent... À l'école de communication, on prodigue que c'est le poids idéal pour animer. Non, je haussais les épaules parce que je veux dire, ça n'a pas semblé le temps de le ralentir, mais un peu peut-être, mais pas tant. OK, bon, d'accord. Toronto, regarde. On leur laisse une chance. Moi, je ne commencerai pas. Parce que sinon, ça va être que ça, va casser du sucre. Puis c'est le fun, là. Laissons-leur une chance. Un mot sur Jim Miller? Parce que c'est ça, c'en est un autre que la feuille de route. La feuille de route, c'est pas comme wow, quelle bonne. Mais on laisse une chance. Ben, tu vas chercher Darren Raddysh parce que tu reconnais qu'au sein même de ton équipe, la transition de la défensive à l'attaque n'est pas adéquate, puis il manque des chevaux pour pouvoir faire ça correctement. Puis on va jumeler ça avec l'acquisition l'embauche d'un entraîneur qui est résolument défensif. C'est pas une mauvaise chose. Peut-être qu'il va poursuivre dans la voie de Craig Berube, qui lui aussi voulait marteler des principes défensifs au sein de cette organisation-là. Mais c'est pas sexy l'affaire. Ça peut être une bonne embauche. C'est ça. Mais c'est que c'est pas une embauche qui est sexy. Non, puis c'est ça. C'est difficile à trouver ça que c'est une bonne idée. Mais bon. Encore là, qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse une chance. Ben écoute, on verra ce que ça donnera, mais c'est drôle. Il y a Mike Babcock qui va être embauché dans les prochains jours, prochaines heures par les Oilers d'Edmonton. Et là, ça, c'est un ancien adjoint. C'est un autre entraîneur qui fait partie de l'arborescence de Mike Babcock, là, des nombreux ex-entraîneurs, des nombreux ex-adjoints de Babcock qui ont travaillé ou qui travaillent comme entraîneurs en chef dans la Ligue nationale. Et je lisais ce matin... Daniel Winnick, l'ancien joueur des Maple Leafs. Winnick. Qui disait, regardez tous les anciens adjoints de Babcock, est-ce qu'il y en a un qui a déjà gagné quelque chose? Vite, là, il y a Todd McLellan. DJ Smith. Ah oui, DJ a été aussi à Toronto. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Hiller. Il y en a d'autres. Il y a une bonne arborescence. Et c'est ça, l'hypothèse de Winnick, c'était tu t'embauches un entraîneur défensif. Ça n'a pas fonctionné avec Berube parce qu'il n'y avait pas l'équipe pour jouer défensivement. Et là, on place un autre entraîneur défensif avec une équipe qui n'aime pas vraiment ça, jouer ce style de jeu-là. Il faut que tu joues en fonction de ton personnel. Écoute, je suis plus ou moins d'accord. Là, ça passe par là. Si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale, il faut que tu sois bon défensivement. Il faut que tu convainques tes joueurs de bien jouer défensivement. Je me souviens d'Alex Ovechkin à Washington qui a déjà gagné un trophée Maurice Richard en étant le meneur dans la Ligue nationale dans les moins. Je trouvais ça scandaleux, mais on était parvenu à le convaincre de travailler de ce côté-là, puis on finit par gagner la Coupe Stanley. Là. Il faut que tu le fasses. Puis Austin Matthews, je pense, est parmi les meneurs pour les tirs bloqués année après année dans la Ligue nationale. Fait que les gars doivent, j'imagine, adhérer. Comprendre, ou du moins... C'est ça. Il rend du bon défensivement, Austin Matthews. Oui, absolument. Alors, c'est ça. Regardons. Mais d'un côté, on blâme les équipes de la Ligue nationale en disant c'est toujours la même machine à recycler les entraîneurs. Ce sont toujours les mêmes entraîneurs qui sont embauchés, qui reviennent un peu comme des gérants de Zellers. C'est comme ça que ça fonctionne dans le commerce de détail. Qui se promènent de succursale en succursale. Mais, et là, on voit cette semaine les Golden Knights qui ont embauché l'entraîneur de leur club école et les Maple Leafs qui font confiance à quelqu'un qui n'était pas dans la machine depuis longtemps. Regardons ce que ça va donner. Oui, mais là, en même temps, le recyclage d'entraîneurs, c'est la première fois. À Los Angeles, c'était la première fois qu'il était entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Fait que c'est pas la même chose que de dire, bon, un autre
un autre arrêt dans une longue Non, carrière c'est- où c'est c'est ça. son 6e ou 7e arrêt comme entraîneur-chef à quelque part dans la Ligue. Je C'est pense ce que je dis. Tu sais, C'est ça. Ils se sont donné la peine de sortir des sentiers battus, d'aller chercher un Ouais. entraîneur qui est là depuis longtemps. Fait que regardons ça aller. Puis je pense que dans le cas de Hiller aussi, le fait que, tu sais, Berube a eu de la difficulté, du fil à retordre un peu avec certains de ses meilleurs joueurs au niveau, je pense, de la personnalité puis des principes de jeu. Puis Hiller, ce qu'on entend, c'est que du côté de Los Angeles, au moins, une chose qui allait en sa faveur, c'est qu'il avait un très, très bon contact avec ses meilleurs joueurs. Fait que si, au plan de la communication, il est capable d'aller rejoindre un gars comme William Nylander, par exemple, Ouais. qui a été... parfois, c'est un franc-tireur dans, dans tous les sens du mot, là. Un canon lousse, comme dirait mon ami Gascon. Mhm. Ben ça pourrait aider aussi. T'sais. Alors, si tu gardes tes meilleurs joueurs heureux, puis tu réussis à établir un environnement de travail où tout le monde y trouve son compte, ben peut-être que ça peut être un facteur de succès. Prenons quelques minutes pour aller à l'autre place au Canada où est-ce qu'on fait jamais les choses comme tout le monde. Tu l'as évoqué brièvement, Martin, mais semble pas contre toute attente. C'est quoi le contraire de contre toute attente? Vraisemblablement, Comme on s'y attendait. Mike Babcock sera embauché par les Oilers d'Edmonton. Il a reçu le feu vert. J'ai trouvé les communiqués très laconiques, là. Le communiqué de la Ligue nationale et aussi de l'Association des joueurs, du genre, bien que c'est un comportement bizarre, on n'a rien pour l'empêcher de revenir. Ouais, c'est ça. C'était un peu On a ça. beau regarder ça de la lumière la plus sombre possible, c'est pas suffisant. C'est ça, exactement. D'où la musique, j'imagine. Exact, c'est notre clin d'œil. Darth Vader. C'est notre clin d'œil à Babcock. Ouais. Alors, il sera de retour. C'est ça. Là aussi, à Edmonton, c'est ça. Mais tu vois, j'ai moins envie de leur laisser une chance à Edmonton. Je trouve plus à l'aise de dire que c'est un peu... Ben, c'est parce que quand tu penses au fait qu'ils ont déjà nommé Stan Bowman comme directeur général, puis qui ont donné des deuxièmes et des troisièmes chances à des joueurs aussi qui avaient pas nécessairement la feuille de route la mieux étayée, la mieux établie. Ça va dans ce sens-là, sauf que moi, je trouve que c'est... C'est une espèce de refuge pour délinquants, les Oilers d'Edmonton. Ou pas de C'est délinquants. le radeau de la... Maison de transition. Ouais, c'est ça, de la réinsertion sociale. Ouais. On verra si ça marche. Mais ce que ça prouve, c'est que ce soit Mike Babcock, que ce soit Stan Bowman, que ce soit les gars de Hockey Canada, le scandale de Hockey Canada Junior, que ce soit... On remonte à Logan Mayou, peu importe, ou d'autres histoires comme ça. Ouais. En fin de compte, il y a une affaire qui fonctionne et une affaire qui importe aux yeux de ces gens-là, c'est ça m'aide-tu à gagner. Toutes les autres considérations, après, sont secondaires. Fait que dans l'échelle de la... Échelle de Il valeur. n'y a pas de coupe pour l'équipe la plus morale. T'sais, en fin de compte, c'est tous les moyens... Tous les moyens sont bons si tu veux gagner. Et les Golden Knights de Vegas, on a passé les séries à dire que c'était l'équipe la plus détestée de la Ligue, qui s'est pris de toutes sortes de manières, puis qui ils ont comment je pourrais dire, ils ont décoiffé bien du monde au passage, puis ils ont pas fait les choses de façon élégante à certains moments, mais eux, ils le font toujours dans le même principe, c'est nous autres, on est là pour gagner, on est là pour gagner. Fait que, alors, si tu décides de mettre dans la même balance le fait de dire ben, ce sont des hockeyeurs professionnels, ce sont des athlètes qui sont des modèles et la Ligue et ses équipes devraient agir en tant que telles, ben, on n'est pas du tout là. On n'est pas du tout au rendez-vous en termes de Ligue qui fait preuve de probité et de grandeur morale. Ah ouais. Mais fois après fois, peu importe le dossier, c'est toujours la fin justifie les moyens. Je pense que dans ce cas-ci, les Oilers se disent, avec l'aval de leurs meilleurs joueurs, en allant chercher Mike Babcock, on améliore nos chances de gagner.
C'est plate, mais c'est comme ça. Non, mais Moi, je suis peut-être idéaliste, mais je crois, je pense que les organisations solides sont bâties sur des valeurs, sur un certain nombre de valeurs qu'on respecte à la vie, à la mort. Puis il y en a qui dévient de ça des fois et qui paient le prix. Tu sais, tu mentionnais Logan Mayou, là, le Canadien s'est fait rabrouer. Puis ça a été finalement, je pense, une belle histoire de réhabilitation. Je veux dire rédemption, c'est un peu... rédemption. Oh, aussi. Oui. Mais chaque cas est différent aussi, là. Comment dire, c'est ça, insistons là-dessus, là. Mais tu sais, je vois pas l'intérêt quand tout le monde dit qu'un entraîneur est un intimidateur, un bully. Exact. Et il y a des agents qui disent, écoute, moi, pour mon client, ce serait très intéressant d'aller jouer avec Connor McDavid et jouer avec Draisaitl, mais d'aller jouer pour Mike Babcock, c'est pas mal moins intéressant. Et partout où il est passé, il y a des gens qui ont dit qu'il s'est comporté comme un bully. Et depuis qu'on en parle, combien de témoignages on a entendu depuis, de nouveaux témoignages? Oui. Et Babcock, pour la dernière fois, sa dernière coupe dans la Ligue nationale, ça remonte à 2008. Oui. 2008, ça fait combien de temps? Ça va faire 20 ans. Ben, c'est ça. Je ne veux pas vous faire peur, là, mais je comprends qu'il a gagné avec Équipe Canada en 2010 et 2014, là, mais je pense que la liste d'entraîneurs qui aurait gagné avec cet alignement-là est pas mal plus large que le nom de Mike Babcock. Fait que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi lui, maintenant. Lui, envers et contre tous, c'est lui que ça nous prend. Il n'y a personne d'autre qui peut nous mener à la terre promise que lui. Alors qu'on verra comment ça tournera pour eux. Tu sais, c'est leur entreprise, ils la gèrent comme ils veulent. Mais écoute, c'est rare qu'un gars à 62, 63 ans change. Non, puis... change complètement. Et parce que moi, comment dire, j'ai rien contre donner une deuxième chance. J'ai rien contre être le vilain non plus. Tu sais, je veux dire, effectivement, c'est une business de résultats, c'est une business de gagner des matchs, puis c'est ça le fin mot. Souvenez-vous, là, les Maple Leafs de Toronto l'ont congédié quand il restait, je pense, 25 millions à verser à son contrat. Là. Pour congédier quelqu'un à qui tu dois 25 millions, là, c'est parce que tu veux vraiment le congédier. C'est parce que ça, il n'y a pas d'autre. J'imagine que tu as exploré les autres options avant et tu n'en as pas trouvé. Alors, écoute, on verra. Bonne chance aux Oilers. Puis ajouter à ça que le gars est à l'extérieur depuis quoi, là, je sais pas, 10 ans? Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas... parce qu'avec Columbus, là, il n'a pas eu le temps de se mettre les mains dedans. Là. Il n'a même pas coaché un match. Il a même pas coaché un match préparatoire. Fait que dans le fond, c'est depuis qu'il a été congédié des Maple Leafs. Alors, additionne tout ça, là, puis à un moment donné, c'est très, très... Et si tu veux, à ce compte-là, là, si tu veux avoir une poigne ferme derrière ton banc. Là. John Tortorella n'a pas été renouvelé par les Golden Knights de Vegas. Alors, nous, les médias peuvent dire il est désagréable, Tortorella, mais il est drôlement plus apprécié dans un vestiaire. Tu sais, c'est un gars qui sait parler à ses joueurs, puis à l'interne, oui, c'est sûr qu'il y a eu des désagréments, il y a eu de la dissension, puis des chocs avec certains joueurs à Philadelphie, que ce soit avec Sean Couturier ou encore avec Matvei Michkov. Mais de manière générale, il n'a pas la feuille de route justement d'un comportement de bully comme Babcock. Fait que je pense qu'ils se sont un peu peinturés dans le coin, les Oilers, en disant ça nous prend un entraîneur qui a déjà gagné la Coupe Stanley, un entraîneur d'expérience. Tu sais, quand tu regardes le carré d'as cette année réunissait 4 équipes. Sur ces 4 équipes-là, les 3 des 4 équipes avaient derrière le banc un entraîneur qui en est à sa première équipe dans la Ligue nationale. Martin Saint-Louis, Jared Bednar et puis Rod Brind'Amour. Donc, c'est bien beau de dire ça nous prend un gars qui a déjà gagné, mais c'est pas nécessairement le signal que parce que tu as gagné en 2008, aujourd'hui, tu connais la recette. Comment tu peux gagner en 2026? T'sais? Alors, il est mieux d'avoir fait un sérieux examen de conscience. Puis il avait déjà fait preuve, il avait déjà fait son acte de contrition au moment d'être nommé par les Blue Jackets. Puis, écoute, il n'a pas pu s'empêcher. Ça a pris 2 semaines. Fait que j'ai hâte de voir. Il faut qu'il passe à travers le camp d'entraînement. C'est ça. Est-ce qu'il va faire mieux?
Je pense que la société a pris un virage et que le sport n'est que le reflet de ce qui se passe de ce qui se passe dans la société. Je pense que les joueurs répondent plus à des entraîneurs qui sont inspirants aujourd'hui que des gars qui les fouettent et qui les respectent pas. Et Ben, il y a des gens. Là, il y a- c'est les entraîneurs du Corridors dont Ah ouais, c'est Marc-André ça. parlait. Et je sais pas, je sais pas si profil. vous avez vu sur les réseaux sociaux le bout d'entrevue qui a été donné par Rod Brindamour, qui a envoyé son responsable du conditionnement physique il y a 5 ans acheter des blocs de ciment au magasin de rénovation. Tu sais, les fameux blocs de ciment Ouais. là, Non, rectangulaires avec Ouais. des ouvertures dedans. Et les gars, quand ils finissaient leur séance d'entraînement au gym, étaient obligés chaque fois de lever le bloc. ces blocs de ciment-là. Et les joueurs savaient pas. Les joueurs savaient pas pourquoi. Et écoute, j'étais abasourdi quand j'ai vu ça. Et je trouve que c'est vraiment beau. Mais tu sais, de voir à quel point un entraîneur peut penser loin pour. Et Rod Brindamour, ça faisait des années qu'il disait pas à ses joueurs pourquoi. Pourquoi Il leur demandait ça. il leur demandait ça. Et il leur a dit, avant la fin des séries, vous levez ça, ça pèse 35 livres. Comme la Coupe Stanley. Vous pratiquez à lever la Coupe Stanley. Je trouvais ça. C'est très bon. C'est très bon. Je trouvais ça vraiment incroyable. Vraiment. Bon sang, c'est bien pesant, la Coupe Stanley. Uh-huh. Ah, c'est très bon. Ouais. Bon, puisqu'on est à Edmonton, juste un petit mot, j'en profite là, parce que ça manque de Canadiens, cet épisode-là. Jack est... Il se peut plus, hein? il boucane. Moi, je trouve que ça fait du bien. Ça repose l'esprit. Oui. Mais quand même, on va saupoudrer un peu. Ouais. Il y a une bonne rumeur de transaction. Enfin, il y aurait... puis ça prend pas non plus, là, comment dire... tant d'imagination pour se constater qu'à Edmonton, on a besoin d'options, de meilleures options devant le filet. Mhm. Et qu'à Montréal, il y a beaucoup d'options devant le filet. Donc, il y a eu des liens. Je ne sais pas si c'est des rumeurs ou jusqu'à quel point elles sont fondées, mais il y a eu, ça a été soulevé. Est-ce que Samuel Montembeault pourrait être intéressant pour les Oilers d'Edmonton? Mais l'affaire avant ça, mais Kent Hughes l'avait mentionné lors de sa conférence de presse de fin de saison. Ils passent leur temps à dire qu'ils ne veulent pas avoir 3 gardiens, mais il y a toujours 3. Il y a toujours 3 gardiens. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ben, ce qu'ils ne veulent pas, c'est avoir 3 gardiens à Montréal. Mais avoir 3 gardiens qui sont prêts à jouer dans la Ligue nationale, ça, c'est sûr que c'est ça que tu veux. C'est une très bonne situation. Si le 3e n'est pas exposé au balotage, c'est encore mieux. Alors, on ne parle pas ici de... Si, mettons, Samuel Montembeault devait rester avec le Canadien puis amorcer la prochaine saison dans l'organisation, il y aurait 2 voies possibles. La première, c'est à la lumière du camp d'entraînement, il est le gardien de trop. Il se fait déclasser par Jacob Fowler. Lui n'a pas retrouvé son rythme il y a 2 ans. Puis finalement, s'il est le gardien de trop, on le soumet au balotage. S'il n'est pas réclamé, il s'en va dans la Ligue américaine. Ça, c'est la voie 1. La deuxième, c'est il revient, il a eu un bon été d'entraînement et dans la meilleure forme de sa vie, il a tourné la page sur la mauvaise saison qu'il vient de connaître. Puis il donne aux Canadiens, il force le Canadien à se dire est-ce que, dans le fond, on a le luxe de pouvoir donner une année de développement additionnel à Jacob Fowler dans la Ligue américaine? On le sait qu'il est bon, on le sait que empiriquement, il est meilleur que Samuel Montembeault, mais purement pour des raisons de développement, de millage dans les rangs professionnels, de s'habituer à jouer plus souvent. Parce que s'il n'est pas dit là, avec Jacob Dobèche que si, mettons, il y a un partage de tâches où Dobèche serait 1A puis Fowler 1B, ben, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le développement de Fowler? C'est des choses auxquelles ils vont devoir penser. T'sais. Alors, moi, j'exclus pas la possibilité que Montembeault revienne chez le Canadien, puis je pense que j'avais dit le contraire à un moment donné, je pense au lendemain du bilan, mais je reviens un peu sur ma position par rapport à ça. Je continue de croire qu'il y a une plus grosse possibilité que Montembeault s'en aille que ce qui reste. Ouais. Mais je révise un petit peu mes positions parce que je pense pas qu'on doive écarter la possibilité qu'il reste.
ce que le Canadien ne fera pas simplement que le donner. C'est pas un actif négatif. Il lui reste 1 an de contrat. La valeur de son contrat, ils n'ont pas absolument besoin de s'en débarrasser. Fait que s'ils se disent, ben finalement, ça serait pas... puis au pire aller, c'est que si ça fonctionne pas, ils l'ont encore, Jacob Fowler. Si Montembeault... Ben non, ils ne perdent rien à ça. Fait que s'ils ont quelque chose d'intéressant puis que les Oilers disent, nous, on en veut de Samuel Montembeault parce qu'on a perdu Connor Ingram, on n'est pas certain de Tristan Jarry, puis quitte à rouler les dés, on va rouler les dés avec Montembeault. S'ils sont prêts à donner quelque chose d'intéressant pour le Canadien, ou du moins un actif que le CH peut utiliser, bravo. Mais le donner pour le donner, je pense que ça serait inutile. Ça va Est-ce qu'on serait au camp d'entraînement, d'après toi? Écoute, moi, je pense que le Canadien est un peu dans le trêve jusqu'au genou avec les gardiens présentement parce qu'il y a plusieurs options. Là. Si une équipe veut transiger avec le Canadien, ça peut être intéressant de demander Fowler dans une transaction aussi. Est-ce que le Canadien est disposé à le laisser aller, considérant ce que Dobèche a fait durant les séries? Puis Montembeault, il le connaît, ça fait plusieurs saisons qu'il est là. Est-ce qu'il considère que c'était une mauvaise saison puis que ça pourrait être un deuxième gardien idéal pour Dobèche dans un rôle de numéro 1, puis qui considère qu'il va se replacer, puis on verra après. Tu laisses venir. Comme... Ils n'ont pas de décision. Ben, en fait, tu sais, il va falloir en prendre une décision parce que je pense pas que Montembeault, ça l'intéresse de revivre. Tu sais, si on va avec un ménage de 3 gardiens, je pense pas que ça l'intéresse d'être assis dans les gradins et de ne pas jouer. Ils ont 3 actifs intéressants devant le filet. Là. Ça en prend 2. Fowler, est-ce que... Il a montré dans la Ligue américaine qu'il est capable de gagner dans cette ligue-là puis d'être bon dans cette ligue-là. Est-ce que tu fais reculer... Est-ce que tu fais reculer un athlète que tu considères un de tes meilleurs espoirs dans sa progression en disant, mais là, Dobèche fait bien, puis on continue? Ça fait partie de la gestion d'une équipe de hockey de prendre des décisions difficiles. Là. Mais si tu veux améliorer ton alignement sans faire de soustraction, si tu fais une transaction, il faut que tu fasses une soustraction quelque part. Là. Je pense que la position de gardien peut être intéressante de ce côté-là. On verra ce qui se passe là. J'ai trouvé la direction très élogieuse envers Montembeault au point de presse de fin de saison. Montembeault, s'il est disponible sur le marché, il va intéresser quelqu'un avec ce qu'il a fait. Là, regardez le nombre de gardiens qui sont dans la Ligue nationale depuis 10 ans, qui n'ont pas fait grand-chose d'étincelant, mais qui sont juste là et qui ont une certaine constance là, sans être capable de jouer un poste de numéro 1. Il n'y a pas... À la même date, l'année passée, il était considéré pour être peut-être membre de l'équipe olympique du Canada. Là, fait que, il y a des... Il y a pas juste... À mon sens, il n'y a pas juste l'option est-ce qu'on échange Montembeault ou on le garde? Est-ce qu'on peut placer d'autres noms? Est-ce qu'on peut placer d'autres noms dans la... Et est-ce que Dobèche était intouchable? Si eux autres considèrent vraiment que c'est Fowler, le Rhum, là, c'est une situation un peu similaire à Carey Price. Ils sont pas au même... sont pas au même... Halak et Price n'étaient pas à la même place dans leur carrière que Fowler et Dobèche le sont, mais ils ont 3 actifs. Ils ont un triangle qu'il faut faire rentrer dans un carré. Là. En tout cas, moi, je trouve que c'est une situation intéressante pour eux. Où est-ce qu'il joue, Lars? Là? Lars Eller, on pourrait le... Non. Ah, tu veux dire ce fameux échange contre Halak? Oui. Ouais. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Eh bien, la saison tire à sa fin et comme dans bien des domaines, il y a un peu d'épuisement au niveau de la conception de la question du public. Donc, ça, je manque d'idées un peu, des fois. Et là, je sais pas, j'ai... Tu peux demander l'aide de tes collègues. Ben oui. Nous autres, on je en peux a. vous texter. Ah ouais. Ben oui. Là, l'année prochaine. Moyennant un léger supplément. Ah, ben là. Non, c'est mon bonus, mais mon bonus de questions du public, je le garde.
Non, mais alors, la question du public était, je vais vous lire le libellé, le vrai libellé. Sur le marché des joueurs autonomes, quel joueur pourrait intéresser le Canadien? Bon, j'avoue, là, c'est pas... Non. Reste que, je trouvais que... Tu sais, on dit, depuis plusieurs années, là, on dit, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Puis effectivement, en termes de super vedette, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même, pourrait quand même peut-être y avoir des choses intéressantes. Alors, j'en ai posé la question et via Facebook, Dominique répond Anthony Manta. Également sur Facebook, David Mason Marchment. AJ Greer, ça c'est Fern, AJ Greer et Jeremy Lauzon. Mario, Jacob Trouba, ça revient quand même. Et sinon, sur le tube, il y a... Ah oui, Ang Piquet. C'est beaucoup de difficultés, mais Jacob Trouba, ça revient, ça aussi. Et sinon, tiens, une dernière sur le Gram, sur Facebook, je reviens à Facebook, Mario qui dit Jacob Trouba. Il y a quelques défenseurs droitiers qui sont vieux, là, mais est-ce que vous pensez... Il n'y en a pas, ouais, mais il n'y en a pas tant que ça. Trouba, c'est un beau profil, mais je pense pas du tout qu'il serait intéressé à venir à Montréal. Alors, sinon... ça règle. Est-ce que c'est à cause de sa femme qui est médecin ou quelque chose? Oui, c'est ça. Puis, Oui, c'était ça l'histoire. Imagine-tu, ce serait 2 acquisitions pour eux, là, parce que notre système de santé a besoin on aurait besoin. Ce serait une grande transaction. Appelez le ministre! Peut-être le gouvernement pourrait contribuer. Je pense, ça me paraît. Ouais. Bon. Mais cela étant dit, il y a quand même, c'est vrai, certaines cibles intéressantes sur le marché des joueurs autonomes. Moi, Mason Marchment, je souscris tout à fait. Lui encore, il y avait des soucis au plan contractuel, financier. Il voulait aller dans un endroit où il n'y avait pas de taxes étatiques. Et c'est la raison pour laquelle il s'était ramassé à Seattle. Je ne savais pas à l'origine que l'État de Washington était de ces États-là. Me semble-t-il que oui. Mais ça n'a pas fonctionné là-bas, puis il s'est ramassé à Columbus, puis où il a été tout feu, tout flamme. Il correspond exactement à un profil dont le Canadien a besoin. Fait que, à mon sens, c'est une cible qui est intéressante. Bobby McMahon, c'en est un autre, énergique, bon à un échec avant, capable de compléter des jeux. J'aime bien l'idée de AJ Greer, mais des gars de, disons-le, de 4e trio là, qui sont surpayés pour service rendu. Ouais. C'est ça. Alors, tant qu'à ça... un gars de Joliette. Oui. Ouais. Puis écoute, c'est sûr qu'il ajouterait du bon papier sablé, mais il faut que... Tu veux pas donner 1 million de trop à gauche, 1 million de trop à droite, puis finalement te ramasser avec une masse salariale qui est un petit peu déséquilibrée, parce que là, c'est quand même... tu regardes le portrait des salaires chez le Canadien en ce moment, c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de mauvais contrats. Mais Greer, je m'attends à ce qu'il y ait une équipe qui surpaye pour pouvoir aller chercher ses services. À Buffalo, il y a Beck Mallinston qu'on a vu dans la série contre les Sabres, qui est lui aussi un joueur quand même assez costaud, 4e trio, joue en infériorité numérique, très, très, très bon joueur de soutien. Fait que si jamais il... il m'a déçu en série. Mallinston? Vraiment? Oui. En saison, j'adorais ce gars-là, puis je me disais... Il va être un facteur dans la série contre le Canadien. Je l'ai trouvé invisible. OK. Ouais, je sais pas. Mais c'est un joueur que j'aime. Ouais. J'en parle parce que j'ai trouvé son parcours décevant. Je sais pas si c'est Sten ou Stein, mais bon. On disait Stein, je pense. Mallinston, bon. Est-ce que la nouvelle administration a déjà signé un joueur autonome? Non, pas encore. Non, je parle depuis qu'ils sont... C'est ça, depuis qu'ils sont là, c'est jamais arrivé. Tu veux dire Kekalainen? Non. Kent Hughes a-t-il fait signer un joueur autonome depuis qu'il est là? Ben oui, mais c'est des joueurs, je dirais, de plus... pas des joueurs de premier plan. Pas des joueurs de plus. Non, mais qui? De soutien, là. Non, je pense que non. Qui? Hein? Je sais pas. Veleno n'était pas autonome. Ah, Veleno. Veleno était joueur autonome. Ouais, Ben oui, son contrat avait été racheté. Là. Alors, oui. Mais non, mais je soulevais ça parce que c'est pas non plus... c'est pas dans les habitudes ou enfin, c'est pas vers ce marché-là que Hughes s'est tourné. C'est parce qu'ils sont pas allés. Quand tu vas sur le marché de l'autonomie, tu sais, 2 choses. Je t'écoutais parler, puis ça start, là. Ma banque de données s'accumulait. Tu disais, il n'y a pas grand-chose sur le marché de l'autonomie. Le système de la Ligue nationale est fait pour que le moins de joueurs possible se prévalent de leur autonomie. Pourquoi? Parce que c'est l'autonomie qui fait grimper les salaires, qui fait
Alors, tu offres aux équipes la possibilité d'offrir une année de contrat de plus si c'est un joueur qui était déjà dans ton organisation. Les joueurs étant insécures, ils vont opter... Ça leur plaît. Et encore là, maintenant, c'est une année de moins. Là. Et là, ils ont coupé la longueur des contrats. Fait que c'est ça. Le système est pas fait pour ça. Et dans le cas du Canadien, quand tu décides d'aller sur le marché de l'autonomie, c'est parce que là, tu dis, on est à 2 doigts de l'objectif. Il faut qu'on surpaye pour aller chercher la pièce qui nous manque parce qu'on ne sera pas capable de développer cette pièce-là à temps pour profiter de la fenêtre de succès. Et ils ont juste été, tu sais, Kent Hughes et Gorton ont juste été disciplinés en se disant, nous ne sommes pas rendus là, on reste assis sur nos mains. Mais là, on approche de ce moment-là. C'est ça. Sauf que le marché... est ce qu'il est. Des petites affaires, là, comme on parle. Bon, dernière affaire, alors qu'il n'y a toujours pas d'entente là, pour la diffusion du hockey en France. Il n'y en aura peut-être pas. Pas de hockey en français parce que, visiblement, la Ligue nationale aime aller à contre-courant des autres grandes ligues et même du sport en Europe. Que le produit ne soit pas disponible, ça semble pas être un problème parce qu'on apprenait cette semaine que c'est la fin de Hockey Night in Canada sur les ondes de la CBC. Je cherche dans tes notes, là, c'est 72 ans? 72 ans. 72 ans que cette émission-là était présentée. On a appris donc que l'espèce de sous-traitance que Sportsnet faisait 72 avec ou 74? CBC. C'était depuis 1952, 74 ans. 74, c'est ça, c'est depuis 52, oui, 74 ans. Alors, désolé pour ces 2 années manquantes. Une des plus vieilles émissions. C'était certainement la plus vieille émission de télé au Canada. Là. Au Canada? Oui, je peux. Encore, je suis à l'aise de dire ça. Encore active. Dans le monde, je ne sais pas, je n'ai pas une fine connaissance là, de la télé publique japonaise. Là, je ne sais pas. Bref, et Martin, tu as chroniqué là-dessus, puis je me suis aperçu qu'on vivait au Québec dans un monde parallèle, parce qu'au Québec, ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas de hockey en français disponible sur une chaîne généraliste. Donc, il faut payer, il faut s'abonner au câble et bien dans un année près de chez vous à une plateforme pour pouvoir suivre l'équipe locale. Évidemment, ce n'était pas le cas. Ça va être le cas maintenant au Canada anglais, mais ce n'était pas le cas lors des dernières années. Et ce n'est pas le cas non plus dans la plupart, ou sinon tous les sports professionnels en Amérique du Nord. Oui, la plupart des grands championnats... Il y a eu une effervescence à un certain moment. C'est un sujet qui m'intéresse parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais décidé de retourner à l'école pour le plaisir, pour faire ma maîtrise en communication. Puis c'est un sujet que j'avais. Ah ouais? C'est un sujet que j'avais commencé à développer. Puis en Europe, notamment, à un moment donné, les câbleaux distributeurs puis les distributeurs non classiques, là, pas les chaînes non généralistes. Ils ont des créneaux précis, puis ils sont prêts à payer des gros montants pour aller chercher les auditoires et tout ça. Et il y a des championnats de foot en Europe, je pense à la Bundesliga, notamment en Allemagne, qui avait donné des contrats d'exclusivité à des câbleaux distributeurs, à des chaînes câblées, et qui s'étaient rendu compte que là, les matchs étaient beaucoup moins regardés et qu'ils étaient en train de perdre une place dans l'espace public. Et tu regardes la façon de faire, probablement le championnat le plus populaire au monde, la NFL, malgré il y a certainement des distributeurs, des chaînes spécialisées à travers le monde qui seraient prêts à acheter la NFL, au complet. Les droits au complet. Oui. Mais la NFL s'est toujours efforcée de rester sur les chaînes généralistes, de saupoudrer un peu, de s'assurer que ça reste dans l'espace public, parce que quand c'est tentant de prendre la cagnotte tout de suite et de dire là, on a de l'argent. Mais c'est important de développer ton public, d'être accessible au plus grand nombre possible pour rester dans la culture populaire, pour développer les marchés. Quand tu fais des ententes publicitaires avec des partenaires,
si tu as une très, très grande notoriété, donc ces contrats-là rapportent plus. Fait que c'est un équilibre, c'est un peu un mandat. Faut que tu ménages la chèvre. La chèvre et le chou. Ouais. Faut que tu essaies de tout maximiser. Et au Québec, le hockey est présenté uniquement sur des chaînes spécialisées depuis 2004. Donc, on est un peu... En français, il faut dire. En français, oui. Donc, on est un peu à part du reste du monde là-dessus. Et au départ, je pense que ça n'a pas causé beaucoup de problèmes. Tu sais, la plupart des gens avaient regardé la télévision via un câbleau distributeur au Québec. Avoir RDS, ça faisait partie, je pense, du forfait de base. Tu sais, c'était comme... C'était pas une grosse affaire. C'était pas mais c'est devenu, au fil des ans, un enjeu de plus en plus grand. Le phénomène du cord cutting, du débranchement du câble a pris beaucoup d'ampleur, d'abord aux États-Unis, chez nous. Et là, maintenant, il faut que tu sois abonné sur plusieurs chaînes pour pouvoir suivre l'équipe. Et donc, tu perds des téléspectateurs. Donc, la fin du hockey sur Hockey Night in Canada, c'était diffusé sur CBC, donc il y avait beaucoup de gens qui regardaient ça. Il y avait pas loin de 2 millions de personnes qui regardaient les matchs le samedi soir sur CBC. Et moi, je suis convaincu que tous ces gens-là ne vont pas s'abonner à Sportsnet pour voir du hockey. Donc, il y a une perte là, pour le hockey. Et ce que j'écrivais dans ma chronique, c'est ça, c'est que la Ligue nationale a la plus grande preuve de ce que ça peut apporter une télé généraliste avec ce qu'on a vu durant les dernières séries éliminatoires de la Coupe Stanley. La finale a été regardée en moyenne par 5,2 millions de personnes, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis sur ABC. C'était une augmentation de 100% et plus par rapport à l'année passée, quand les matchs de la finale étaient diffusés sur TNT, qui est une chaîne câblée. Et l'année passée, les chiffres étaient sur TNT 40% inférieurs à 2024 quand c'était sur ABC, parce qu'il y a une alternance à chaque année dans le contrat américain. Une année, c'est ABC, une année, c'est TNT. Alors, tu es à la tête de la Ligue nationale de hockey. C'est quoi ton mandat? Tu veux accroître la popularité du hockey. Tu te bats avec la NFL, avec le baseball majeur, avec la NBA, avec la MLS. Alors, c'est pas en te cachant sur une chaîne câblée que tu vas faire ça. Et c'est pas parce que le hockey est le sport national au Canada que ça va être pas un risque. que ça va être profitable au hockey d'aller juste sur les ondes de Sportsnet. Là. Il y a une perte qui va être là. Et on dit toujours le hockey est populaire au Québec, le hockey est populaire au Québec. Et je m'excuse si ça avait été le hockey depuis 2024 avait continué d'être diffusé sur les ondes de Radio-Canada ou de TVA sur la chaîne généraliste. Fort probablement que le hockey sera encore plus populaire aujourd'hui parce qu'il aurait été accessible à un plus grand nombre de gens. C'est ça. Écoute, je ne veux pas avoir l'air de cracher dans la soupe parce que notre employeur, c'est Radio-Canada, mais... Non, mais c'est de notre faute. Mais c'est de ta faute. Aujourd'hui, là, en 2026, quelle est la part de gens qui continuent de consommer la télévision et qui le font sans avoir le câble? Et qui se disent, là... C'est grandissant, en tout cas. C'est vrai? Qui consomment la télévision sans avoir le câble. Donc, ils vont ouvrir la télévision puis qu'ils vont, dans le fond, ils vont aller... la télévision, pas leurs écrans, pas le streaming, mais dire la télévision. J'ouvre la télévision, puis j'ai, comme dans le bon vieux temps, le 2, le 6, le 10, là, et le 12, puis le U. Alors, j'ai l'impression que plus les années passent, plus cette proportion-là diminue. Oui. Alors, tu parles du phénomène du cord cutting. C'est la télévision en général, le simple réflexe d'ouvrir la télévision, mais les gens vont sur leur tablette, ils consomment sur leur téléphone, etc. Mais quand tu ouvres ta télévision, quelle est la part d'entre eux qui ne sont pas câblés? À mon avis, ça doit être une quantité ridiculement petite, non? Moi, j'ai 4 enfants qui ont entre 28 et 30 ans, 27 et 30 ans. Il n'y en a aucun qui a le câble. Ils ont un téléviseur? Ils ont un téléviseur. Donc, ils regardent que des plateformes sur le téléviseur. Streaming, ils regardent... Ils regardent le hockey comment? Ben, ils ne regardent pas. Hein? Ils regardent le hockey comment? Ils se branchent à distance sur notre forfait. Voilà. Je ne vais pas te mettre dans le trouble. Non. Mais c'est assez anecdotique. Là. Fait que cette génération-là pense
pense pas de la même... Non, c'est ça. Mais Marc-Antoine, ça recoupe un peu ce que Marc-Antoine dit. Ben oui, c'est parce que, c'est parce que l'idée des on est déjà plus à savoir est-ce que c'est entre les stations généralistes, les postes généralistes versus les postes câblés. On est dans un autre paradigme qui est on laisse faire la télévision puis on va consommer nos produits audiovisuels autrement. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas à quel point, surtout sur un contrat de plusieurs années, est-ce que c'est un si gros enjeu que ça de dire on va se soucier des gens qui ont la télévision, qui écoutent la télévision et non pas les plateformes, mais qui restent abonnés à la télévision et qui le font sans avoir le câble? Il me semble que ça, c'est comme une démographie, les 75 ans et plus. Oui, mais tu sais, il y a une différence aussi entre avoir le câble et avoir dans ton forfait de câble les chaînes de sport. On est à une époque où les gens coupent. Il y a beaucoup de gens qui coupent en faisant l'épicerie, qui ont des choix à faire quand ils sont au marché. Dire, là, on ne peut pas acheter ça cette semaine. Et la chaîne de sport, j'ai l'impression, dans l'ordre... Elle n'est pas au sommet, là. C'est la pyramide de Maslow. C'est ça. Non, puis des fois, c'est vrai que ça prend. Il y a des postes sportifs qui, selon tes forfaits, vont demander un extra par rapport oui, non, ça coûte pour vrai, c'est. Exact. Puis des fois, là, s'il faut que tu sois abonné à 2 chaînes pour suivre. Parce qu'au Canada anglais, c'est la réalité TSN, Sportsnet. Ici, c'est TVA Sport, RDS. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on sait. Non, mais c'est RDS. Ici, c'est RDS. Il faut que tu paies 2 fois. Là. Excuse-moi, mais vas-y. Fait que c'est ça. À un moment donné, tu prêtes juste à des gens qui s'intéressent fortement à ton produit. Et là, tu as un certain pourcentage de la population qui est à l'extérieur de ça, puis qui regarde les faits saillants aux nouvelles ou qui vont regarder le résumé sur YouTube. Dans les médias le lendemain. Puis là, tu sors de la... Tu sais, il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect de la compétition avec les autres grands championnats qui, eux, se battent pour occuper le plus d'espace public possible. Fait que c'est une drôle de recette. Puis je dis pas que Radio-Canada, CBC devrait donner des milliards à la Ligue nationale pour acheter des droits. Tu sais, je pense pas que l'argent des contribuables doivent servir à ça, mais pour la Ligue nationale, de dire OK, c'est le Canada, puis c'est juste Sportsnet qui va diffuser les matchs jusqu'à présent, je pense qu'il y a un coût qui va venir avec ça éventuellement. Ben, écoute, moi, si on me disait la Ligue nationale, il s'en balance un peu des droits au Canada, je ne serais pas surpris de ça. Là. Je pense qu'ils font plus attention à comment ça se passe aux États-Unis. Là, puis je pense que tu as bien expliqué la réalité là-bas. Mais moi, j'allais ajouter, comme en 3e ronde ou en 2e ronde, là, quand la fièvre là, a monté d'un cran ou 2, là, les gens qui ne suivent pas le hockey, mais qui s'apercevaient bien que là, il se passait quelque chose, ils regardaient où les matchs du Canadien? Est-ce que ça explique la hausse de popularité des rassemblements? Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, parce qu'ils n'ont pas le câble. Mais donc, oui, il y a les rassemblements. Il y a beaucoup de jeunes qui vont là. Ah, oui. Mais il y a les rassemblements, puis il y avait CBC. T'sais, moi, dans mon entourage, il y a des gens qui... comment je fais? Ben, vous pouvez l'écouter en anglais, mais vous l'avez à CBC. Et là, ben, ça, c'est fini. Mais c'est un bon exemple de la perte d'accessibilité à ça. Oui. Mais c'est peut-être que... Donc, si vous cherchez... Mais ça fait cette histoire-là, tu sais, ici, c'est passé comme ça a été une nouvelle... c'est parce qu'on est... Bref, oublié, parce qu'on vit ça depuis 2004, mais au Canada anglais, eux, ils voient ça, là... C'est un pan de la culture canadienne qui disparaît pour eux. Là. Il y a eu 2 grands projets nationaux qui ont uni le pays. C'était le chemin de fer et le Hockey Night in Canada. Et puis là, ce qui était accessible à tout le monde. Et là, ça disparaît. C'est quand même, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue d'affaires, c'est intéressant. Et pendant ce temps, il manque encore, 40 matchs en français? 39 de saison, plus les séries. OK, donc plus que 40. Parce que cette équipe-là, le Canadien va faire les séries. Là, là je t'en avance. Oui, c'est ça. Fais acheter ta chaise, hein? Mais je rigole, mais c'est absurde. On en parle sporadiquement, mais c'est absolument...
comment dire, incompréhensible et particulier, là, que ce ne soit pas réglé. Puis, j'ai écrit là-dessus au mois de mars. Les gens à qui j'ai parlé trouvaient que c'était époustouflant. Ouais. Ils disaient ça n'a aucun bon, ça va se régler. Là. C'est sur le point de se régler. Ouais. Là. Alors, mars, avril, mai, juin. Gary Bettman, il y a 3 semaines, qui disait ça va se faire. Il va en avoir. Pierre-Carl Pelado, au début du mois de mai, à l'Assemblée des actionnaires, c'est sur le point de... Mais si Bell Media n'est pas disposé à aller plus loin, il a dépensé plus d'argent pour... Dans le fond, c'est comme si l'argent qu'on avait à mettre dans le Canadien, la diffusion des matchs du Canadien, on l'a mis, puis ça donne les matchs qu'on vous a promis sur RDS. Ben, après ça, à partir de ce moment-là, TVA Sport dit, nous, on a le gros bout du bâton, parce que dans le fond, c'est que si tout le monde s'attend à ce que tous les matchs du Canadien soient diffusés, ben, c'est avec nous que vous devez négocier. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ils ont beau jeu de dire, nous, on va les prendre à tel prix, au prix qu'on veut bien débourser. Puis dans le fond, peut-être que ça traîne en longueur parce qu'eux autres, ils veulent offrir un certain prix que la Ligue nationale n'est pas capable d'aller recouper. Puis ils voudraient donc... ils ont bloqué le détroit d'Ormuz. Mais c'est exactement ça. Moi, je pense que l'erreur, tout ça découle d'une erreur stratégique qui a été de s'entendre tout de suite avec Bell, annoncer l'entente avec RDS pour dire que ça va être 45 matchs la saison prochaine et c'est réglé. Tout le rapport de force a été transféré dans les mains des autres parties intéressés. De TVA, dans ce cas-ci, de TVA Sport. TVA Sport. Alors, et si t'es de l'autre côté, t'es Gary Bettman et tu négocies avec quelqu'un qui te dit écoute bien, là, soit on va avoir les droits à notre prix, ou soit je la ferme la chaîne, je m'en sac. Mettons, position de négociation. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de l'autre côté? Faut qu'ils se débattent pour trouver une autre solution. On en a parlé de ça, mais enfin, il n'y a pas d'obligation morale à ce que les matchs soient disponibles en français. Écoute. Je pense pas, moi. OK. Écoute, attendons. S'il y a pas de. Si la moitié des matchs canadiens ne sont pas en français la saison prochaine, tu verras s'il y a une obligation morale ou pas. OK. Non, mais je pense que ça va être plus gros. Je pense que ça va être plus gros que le président de Canada qui parle pas français. Penses-tu? Je suis d'accord. Je pense que oui. Je te dis pas que ça fera pas un drame, mais écoute, moi si j'ai la personne en face de moi me dit ça va être à mon prix ou sinon je la ferme la chaîne, je m'en sac. Moi, je répondrais, ferme-la à la chaîne parce que moi aussi, je m'en sac. Je veux dire, mais on peut jouer à ça longtemps. Je pense que Gary Bettman est du genre, c'est le genre de moi, négociateur. Je pense que à dire, parfait, tu m'offrais, mettons, je lance un chiffre fictif, là, tu m'offrais 100 millions pour avoir les droits par saison, et moi, je veux avoir 150. Tu veux... C'est Gary. C'est Gary. Encore, okay. Il est fatiguant. Demande-y si c'est réglé. Alors, c'est ça. Tu dis, tu m'offres, mettons, la moitié du prix que je voulais avoir, puis c'est pas ça que je veux faire avec toi, commandant. Je vais me virer de bord, puis je vais les redonner à quelqu'un. Pour 90. C'est ça, pour moins cher. Je vais y donner. C'est ça. Je vais mieux me couper un bras que perdre cette négociation-là. Alors, vous avez un réseau? C'est votre chance. Appelez Gary. Gary est prêt à... C'est le hockey en français sur Évasion l'année prochaine. Écoute, suivant ta logique, sur Série Plus. Mais il l'a déjà fait, ça, Bettman. Il était incapable d'avoir le prix qu'il voulait avoir avec les télédiffuseurs traditionnels. Et souvenez-vous, les droits américains étaient sur un réseau qui s'appelait Versus. Qui s'appelait avant Outdoor, je ne sais pas quoi. Là, mais il a préféré se couper l'avant-bras. OLN. Outdoor Life Network. C'était des trucs de chasse et pêche. Exactement. Donc, entre deux conseils sur la trappe. Comment attraper un brochet. Et maintenant, passons au match entre les Blackhawks et les Islanders. Voilà. Bon. C'était juste les Sharks. C'était tout le temps juste les Sharks. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui. Et heureusement, tu maîtrises l'anglais. Ça, garde ça. Parce que peut-être que tu vas en avoir besoin. D'accord. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Messieurs, merci infiniment. Messieurs, bon week-end. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils,
Radio-Canada Sport.